C'est parti dans cette vidéo pour la leçon sur convaincre son destinataire qui va nous permettre de revoir tous les points qu'on a vus dans les séances précédentes concernant la situation d'énonciation, l'énoncé ancré et coupé, et donc comment convaincre son destinataire. Donc le grand 1, il s'agit de faire des rappels sur la situation d'énonciation. Donc vous avez vu dans la fiche que je vous ai envoyée, vous avez des pointillés à remplir. Donc rappel, je mémorise les mots les plus importants. Donc on a vu un certain nombre de mots là, c'est dans les dernières séances qui sont vraiment importants. Donc le premier c'est l'énonciateur. Donc qu'est-ce que c'est un énonciateur? Eh bien l'énonciateur c'est celui qui produit l'énoncé. Voilà, donc l'énonciateur, c'est celui qui produit l'énoncé. Je vous rappelle que c'est une vidéo, si vous n'avez pas le temps d'écrire, vous mettez sur pause, hein, c'est pas un problème. Alors, comment est-ce qu'on appelle celui qui reçoit l'énoncé? Donc là, il s'agissait de trouver le nom de cette deuxième définition. Et bien, celui qui reçoit l'énoncé, c'est le destinataire. Alors, ensuite, je vous demande, qu'est-ce que c'est qu'un énoncé? Eh bien, l'énoncé, c'est le message produit par l'énonciateur. Et ce message, il peut être soit écrit, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme type de message écrit? Vous avez la lettre, vous avez les SMS que vous utilisez tous les jours, les mails, mais aussi des récits, par exemple, des articles de journaux, etc. Et il peut être également oral, donc un énoncé oral, donc ça va être le cas d'un dialogue, d'une conversation. Ça peut être le cas d'un discours, d'accord, donc quelque chose qui est prononcé, mais également, comme là, ce que je suis en train de faire, un enregistrement. Donc voilà pour les mots importants qui étaient à retenir. Donc vous avez énonciateur, destinataire, énoncé. Ensuite, il va falloir que vous reteniez ce que sont les indices de l'énonciation. Donc dans les indices de l'énonciation, vous en avez plusieurs. Vous avez les indices de personne. Donc les indices de personne, c'est tout ce qui va nous renseigner sur l'énonciateur et sur le destinataire. Donc les pronoms personnels, je, tu, il, nous, vous, il. Les pronoms et les déterminants possessifs. Donc pronoms possessifs, le mien, le tien, le sien. Et les déterminants possessifs, donc qui sont devant des noms, ton, mon, ma, leur, etc. Donc ça, c'est les indices de personne. Ensuite, vous avez les indices de lieu. Ici, là, à cet endroit, à mon adresse, chez moi, dans ma chambre, dans la cuisine, au bureau, etc. Et des indices de temps. Hier, demain, dans 2 heures, maintenant, tout de suite. Donc tout ce qui va vous donner du renseignement sur le moment. Donc ça vous donne des indices sur les personnes, là sur l'endroit, et là sur le moment. Enfin, dans les indices de l'énonciation, vous avez aussi les déterminants démonstratifs, ce, cette, masculin, cette, féminin, celui-ci, celui-là, celle-ci, celle-là, etc. Et qui ne peuvent être compris que quand on est dans la situation d'énonciation. Si moi je vous dis regardez cette chaise, en fait vous n'êtes pas avec moi dans la pièce, donc vous ne pouvez pas savoir à quoi ressemblent les chaises chez moi. Donc voilà pour ce qui était à mémoriser pour les mots les plus importants. Je vous invite maintenant sur votre fiche à faire un schéma de votre situation d'énonciation. Vous avez vu, quand je l'ai fait dans les vidéos, je ne fais pas du grand art, vous faites des bonhommes très simplifiés. Le tout étant que dans votre schéma, on retrouve énonciateur, destinataire
énoncer, où, quand, d'accord, et que tout ça soit dans une sorte de bulle pour qu'on comprenne que la situation d'énonciation englobe tous ces éléments-là. Donc voilà pour les rappels sur la situation d'énonciation. Donc maintenant, on va revoir énoncé ancré dans la situation d'énonciation et énoncé coupé de la situation d'énonciation. On est face à un énoncé ancré quand l'énonciateur et le destinataire partagent la même situation d'énonciation. Donc si on reprend l'idée que la situation d'énonciation est une bulle, d'accord, que dans votre schéma vous avez fait une bulle, et bien l'énonciateur et le destinataire, ils sont ensemble dans la bulle, d'accord? Ils partagent la même situation d'énonciation. Alors, dans quel cas est-ce qu'on va avoir une même situation d'énonciation? Eh bien, dans un dialogue, d'accord, entre deux personnes, quand on envoie une lettre, si vous envoyez une lettre à quelqu'un, vous partagez bien la même situation d'énonciation. Dans une lettre, dans un discours, au moment où il est prononcé, attention, pas un discours comme on a pu les lire chez Victor Hugo, là vous n'étiez pas le destinataire du discours quand vous l'avez lu. Donc le discours au moment où il est prononcé, donc entre l'énonciateur et le destinataire du discours au moment où il est prononcé, et vous allez avoir les SMS et les mails dont on parlait tout à l'heure aussi, en énoncé ancré. Et voilà. Ensuite, pour ce qui est de l'énoncé coupé, en fait, l'énonciateur et le destinataire, ils ne vont pas partager la même situation d'énonciation. Donc, l'énonciateur et le destinataire ne partagent pas, ils ne sont pas dans la même bulle, donc ils ne partagent pas la même situation d'énonciation, et souvent en fait c'est le destinataire qui est exclu de la situation d'énonciation, d'accord? C'est que le message est produit toujours par un énonciateur qui est dans son lieu et dans son temps. En revanche, il n'est pas adressé directement à un destinataire qui est en face de lui. Donc ça va être le cas dans les récits, en poésie, ça va être le cas d'un article de journal, d'un article scientifique, mais également de tout ce qui est enregistrement. Par exemple, une émission de télé qui est enregistrée, il y a un énonciateur qui va être le présentateur, par exemple, les destinataires qui sont les candidats du jeu. Donc on est dans une situation d'énonciation, mais quand la vidéo est enregistrée et ensuite elle est retransmise, vous, spectateurs devant votre émission, vous êtes face à un énoncé qui est du coup coupé cette fois-ci. Donc voilà pour énoncé ancré, coupé. Donc retenez vraiment cette idée que l'énonciateur et le destinataire doivent partager la même situation d'énonciation. L'effet recherché maintenant. Donc lorsqu'il produit un énoncé, d'accord, l'énonciateur, il a un objectif. Ça va pas tomber. Alors l'énonciateur, il a un objectif, un but, et c'est ce qu'on appelle l'effet recherché. D'accord? Alors, quand vous parlez à quelqu'un, vous n'avez pas... Il faut pas vous... Quand je vous dis un but, un objectif, n'allez pas penser que toute conversation a un but caché. On peut juste parler pour parler, d'accord? Ça aussi, c'est un effet recherché. La conversation, passer du bon temps, échanger. Quand on appelle pour prendre des nouvelles, il n'y a pas de but caché. Voilà, j'appelle pour prendre des nouvelles. C'est aussi un effet, prendre des nouvelles. C'est pas forcément machiavélique d'avoir un but ou un objectif. Donc
cet effet recherché, il peut être très différent en fonction des situations. Donc on peut avoir, donc on l'avait vu ça, hein, on peut avoir l'effet informé, d'accord? Informer, s'informer, se renseigner, ok? On peut avoir attendre une réponse, donc poser une question et attendre une réponse. Poser une question et donc attendre une réponse. Vous remarquerez que ces deux choses sont quand même très proches, hein, d'accord? Et la dernière que l'on voit nous, mais c'est pas le dernier des effets, c'est convaincre. C'est celui qui nous intéresse, c'est celui qui poursuit beaucoup des personnages du CID. Ils cherchent à convaincre leurs interlocuteurs. Et moi, c'est ce que je vais vous demander de faire dans votre travail écrit. Il va falloir que vous convainquiez vos destinataires dans votre travail, mais du coup, votre destinataire caché, c'est moi, et donc il va falloir que votre écrit me montre que vous avez bien compris tout ce qu'on a vu de notre leçon. Alors, convaincre, comment faire? Donc, comment faire pour convaincre son destinataire? Pour convaincre son ou ses destinataires, il va falloir réfléchir donc son ou ses destinataires, il va falloir réfléchir aux moyens qu'on va employer. Qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais dire et comment je vais le dire ou l'écrire pour être le plus convaincant possible. Et donc en fait, l'ensemble de ces moyens, on appelle cela la stratégie argumentative. On met en place une stratégie, et donc oui, on est un peu dans un vocabulaire un peu guerrier, parce qu'en fait, il s'agit de trouver les bonnes armes, d'accord, pour un combat, mais un combat où on n'utilise que des mots. Il ne s'agit pas, dans la stratégie argumentative, de taper sur son adversaire. Je ne suis pas sûre que ça soit le plus efficace. On verra d'ailleurs dans ce qu'il faut éviter. Donc, quelles sont ces armes? On en a vu plusieurs grâce au père de Rodrigue, et finalement, il nous a résumé un peu les 3 grandes stratégies que vous pouvez trouver pour convaincre. Donc, la première stratégie, ça va être argumenter. Alors, on va voir d'abord les 3 stratégies et après on rentrera dans les détails. Donc d'abord, il va y avoir argumenter. Ensuite, il va y avoir sensibiliser, émouvoir. Et enfin, il va y avoir utiliser ce que l'on sait du destinataire. Mais ça, c'est pas toujours. C'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément face à quelqu'un que vous connaissez. Donc, utiliser ce qu'on sait du destinataire, c'est pas toujours possible. Ça marche pas dans tous les cas. Donc, c'est vraiment ces 2 choses sur lesquelles vous allez axer votre stratégie argumentative. Première stratégie alors, argumenter. Argumenter, c'est trouver des arguments. Qu'est-ce que c'est un argument? C'est une idée, d'accord? Une idée, un chiffre, un fait, qui nous semble irréfutable, d'accord? Irréfutable, ça veut dire auquel on ne peut pas opposer de contre-argument, de résistance. Donc une idée, des chiffres, d'accord, des faits, tout ça c'est au singulier ou au pluriel, hein, d'accord. Ça peut être des choses qu'on considère comme des évidences. Par exemple, je sais que dans la classe, quelqu'un veut faire un débat entre un platiste et un non-platiste. Là, il y a des choses qui sont des évidences. Quand on est sur l'eau et qu'on voit l'horizon
qui plonge, c'est une évidence qu'on est face à... La Terre est forcément ronde, sinon on verrait à perte de vue si c'était plat. Voilà, donc il y a des choses qui sont des évidences. Donc voilà, trouver ces arguments, ça peut être plein de choses, mais on va les utiliser pour, souvenez-vous, faire un peu comme un avocat. Pensez au texte de Victor Hugo quand il défend l'abolition de la peine de mort, où il emmène les choses de manière très froide, implacable. Donc voilà, argumenter, c'est quelque chose où on ne fait pas appel aux sentiments, on est le plus proche de la vérité, de ce qu'on pense être la vérité. Une fois qu'on a trouvé ces arguments, il faut les classer. Donc, il faut ensuite donc trouver des arguments, puis les classer. L'idée, ça va être de garder votre argument choc pour la fin. Si vous commencez par votre argument le plus fort, le plus convaincant, tout votre discours après, toute votre plaidoirie, tout ce que vous allez dire, ça va être beaucoup moins percutant. Donc, on va les classer du plus fort, du moins fort au plus fort. Donc, gardez pour la fin ce qui est le plus marquant. Voilà pour la stratégie argumentée. Une autre stratégie, ça va être de sensibiliser, émouvoir, d'aller chercher les sentiments de votre destinataire. Donc là, c'est chercher à agir sur les sentiments, sur l'émotion du destinataire. Alors, c'est pareil, hein, on va repenser au texte qu'on a vu entre Victor Hugo et le Cid. Donc si vous prenez les textes de Victor Hugo, dans les sentiments, vous aviez sur Mélancolia, où vont ces enfants dont pas un seul ne rit, sur le travail des enfants. Donc on peut agir donc, en type de sentiment sur la tristesse, la pitié. Texte sur l'échafaud, où il décrivait l'échafaud comme un monstre horrible, on peut faire peur. Le Cid, quand il éprouve Rodrigue et qu'il lui dit « Rodrigue, as-tu du cœur ?» Donc on peut agir sur la fierté. C'est un sentiment très fort, surtout si vos destinataires sont des hommes. C'est en général, enfin, c'est un peu sexiste ce que je dis, mais c'est vrai que les femmes sont moins à cheval sur leur fierté, en règle générale, que des destinataires plutôt masculins. C'est vraiment caricatural ce que je dis, hein, à prendre avec des pincettes. Mais le Cid nous offre un bon exemple de caricature sexiste. Donc voilà. Donc la tristesse, la pitié, la peur, la fierté, mais on n'est pas obligé d'agir que sur des sentiments entre guillemets négatifs. Vous pouvez aussi passer par l'espoir, d'accord, la joie, l'impatience, d'accord. Donc, vraiment, il y a toute une palette de sentiments et d'émotions que vous pouvez exploiter pour sensibiliser et émouvoir votre destinataire et le rendre par là plus sensible à vos arguments. Vous voyez, il faut vraiment mettre en place une sorte de va-et-vient entre l'argumentation, la sensibilisation pour aider votre destinataire à adopter votre point de vue. Donc le dernier petit tiret, je vous l'ai dit, donc c'est ce qu'on peut utiliser, qu'on sait de son destinataire si on le connaît. Ça c'est vraiment très très particulier à des situations. Par exemple, quand vous avez une altercation avec vos parents, là il est sûr que vos parents vont utiliser ce qu'ils savent de vous et que vous allez utiliser ce que vous savez de vos parents. Donc si jamais l'idée c'est de vous demander de faire quelque chose et vous voulez pas, il va vous dire oui mais déjà la dernière fois tu n'as pas voulu le faire, et vous allez dire oui mais souviens-toi la dernière fois c'était toi. Donc vous allez pouvoir utiliser un passé commun, par exemple un passé commun, des références communes. Donc voilà, ça s'applique vraiment quand on connaît son destinataire. En revanche, il y a des choses à éviter absolument.
Et certains d'entre vous s'étaient lancés dans la rédaction de leur discours et ils étaient mais complètement à côté de ce qui est attendu parce qu'ils étaient en colère, ils avaient un ton culpabilisateur. On ne passe ni par la colère ni par la culpabilisation pour obtenir quelque chose de quelqu'un. Ça ne fonctionne pas en fait. C'est pas une bonne stratégie argumentative. Alors peut-être que vous avez ces exemples-là dans des disputes autour de vous, mais des disputes qui vont être pleines d'émotions, qui vont être... ça va pas être pour défendre une cause importante, d'accord? Là, on essaye d'être le plus efficace et irréprochable. Si vous accusez quelqu'un, si vous l'agressez, vous n'êtes plus irréprochable. Donc, ce que vous allez dire va tomber à plat. Donc, ce qu'il faut éviter, absolument, ça va être donc de se mettre en colère. Voilà, vous jouez sur les émotions de votre destinataire, mais vous, en tant qu'énonciateur, vous devez garder la tête froide. Vous devez rester neutre, d'accord? Et surtout, le sentiment à éviter plus que tout, c'est la colère. Être touché par ce que l'on défend, c'est pas pareil. Ça va pas vous nuire. Si vous semblez ému, au contraire, ça peut paraître soi-même ému, ça peut être chercher l'empathie de l'autre. Donc ça peut fonctionner. Mais se mettre en colère, non. Ensuite, on ne culpabilise pas son destinataire. On lui dit pas « Oui, mais si on en est arrivé là, c'est de votre faute ». Il vous écoutera plus. Si vous commencez à l'accuser, il va plus du tout avoir envie de vous écouter. Il va se dire « Bah, en fait, lui, il est là pour me faire une leçon de morale, j'ai pas envie de l'entendre ». Donc, ne culpabilisez pas et ne présentez pas... Ne pas présenter le destinataire comme fautif. Contrairement à ce que certains ont écrit dans leurs travaux sur la séance 2 sur Victor Hugo, il n'est jamais en colère. Il n'est pas en colère. Il peut avoir un ton véhément, c'est ce que je vous ai expliqué, passionné, mais pas en colère. Il n'est pas en colère. C'est pas de la colère, c'est pas de la haine, c'est quelqu'un de passionné. Il faut faire la différence entre les deux. Et ensuite, la dernière chose à éviter, ça va être d'utiliser que les arguments ou que les sentiments. Donc, utiliser argument plus émotion, sentiment. D'accord? Mais l'un et l'autre vont ensemble. On peut avoir quelque chose qui soit que de l'argumentaire, mais jamais que de l'émotionnel. Jamais, jamais, jamais. Donc, le meilleur cocktail gagnant, ça va être d'utiliser les deux. Donc pardon, n'écrivez pas ça parce que là il y a marqué à éviter dans votre leçon. Donc vous marquez à éviter, n'utilisez que les sentiments. Donc vous évitez de n'utiliser que les sentiments. Vraiment, il faut avoir cette juste balance entre l'argumentation et l'émotion. C'est comme ça que vous arriverez le plus à convaincre la personne qui est en face de vous. Voilà, j'espère que j'ai été claire sur cette leçon. Vous allez avoir à faire du coup un petit travail concernant votre propre écrit, votre discours ou votre scène de théâtre. Et donc je vous ai envoyé en même temps un document qui s'appelle « Ma stratégie argumentative ». Donc dans ce document, vous allez devoir me dire quel est le type d'énoncé, donc c'est un discours ou une scène de théâtre, quels sont les destinataires, la cause défendue, le moment, le lieu. Donc ça, c'est des choses que vous avez auxquelles vous avez déjà réfléchi, qui étaient dans le premier travail d'écriture. Et ensuite, là, vous allez devoir vous creuser la tête et trouver quels vont être vos arguments. Donc je vous invite à faire des recherches, notamment sur des thèmes comme les violences conjugales. Il y a des chiffres, combien de femmes meurent sous les coups de leur mari. Pour le racisme, c'est pareil, des crimes raciaux, vous pouvez trouver des chiffres. Voilà, l'idée, c'est vraiment de vous appuyer sur des choses concrètes, des choses
qu'on ne peut pas discuter. C'est ça qui va être un bon argument. Ensuite, comment vous allez faire pour sensibiliser, émouvoir vos destinataires? Est-ce que vous allez raconter une anecdote? Est-ce que vous allez le prendre à partie directement? Est-ce que vous allez plutôt axer sur des mots que vous allez utiliser qui vont inspirer de la peur ou de la tristesse? Voilà, donc c'est tout ça, je vous laisse y réfléchir. Je suis évidemment à votre disposition. Je vous rappelle, vous pouvez m'envoyer un message, je vous réponds le plus rapidement possible. On peut même s'appeler pour en discuter si vous vous sentez complètement désemparé face à ce nouveau travail qui est la stratégie argumentative. Et normalement, tout devrait bien se passer. Vous avez la semaine pour le faire. J'espère que vous avez tout compris, que c'était clair, et on se retrouve bientôt.